19h, merci de nous rejoindre sur Al24 News. Madame, monsieur, bonsoir. À la une de l'actualité. Cela fait 120 jours que Gaza est sous les bombes. Plusieurs frappes aériennes ont ciblé les régions de Deir el-Balah et de Rafah ce samedi, faisant des dizaines de victimes. En 24 heures, l'occupant sioniste a commis 12 massacres dans l'enclave palestinienne. Le bilan des victimes du génocide à Gaza s'alourdit à 27 238 martyrs. Le chef d'état-major de l'armée algérienne en visite en Arabie Saoudite, le général d'armée Saïd Chengriha prendra part à la deuxième édition du Salon mondial de défense à Riyad. Hamad Attaf, lui, poursuit sa tournée maghrébine. Le chef de la diplomatie algérienne a été accueilli ce samedi à Tripoli par le président du Conseil présidentiel libyen, Mohamed Younes Al-Menfi. Bienvenue à toutes et à tous. Si vous nous rejoignez, on entame cette édition avec la situation à Gaza où au moins 19 Palestiniens, en majorité des femmes et des enfants, ont été tués ce samedi dans les bombardements de plusieurs maisons dans les villes de Deir el-Balah et de Rafah. Selon l'agence de presse Wafa, plusieurs dizaines de civils ont également été blessés. Dans une autre attaque à Rafah, toujours, ce sont 26 civils qui ont été tués dans une seule frappe. On fait le point de la situation avec Mohamed Ali Ben Chaban. Le sud de la bande de Gaza, déjà bouleversé par le génocide, est une fois de plus plongé dans l'horreur et la tyrannie sioniste. Au moins 26 personnes ont perdu la vie dans une seule fois à la suite d'une série d'attaques sur l'enclave. Les habitants de Rafah se retrouvent pris au piège d'un cycle de violence dévastateur. Les témoignages des survivants décrivent les scènes de chaos et de désespoir. Le monde s'est assombri autour de moi. Je ne pouvais pas voir ce qu'il y avait devant moi. C'était de la poussière et des débris. Je cherchais mon portable pour utiliser la lampe torche pour chercher mes enfants. Où sont-ils ? Je les ai trouvés sous les décombres. J'ai appelé à l'aide et les gens sont venus. J'ai sorti Yaman. Le premier, il était le seul que je pouvais voir. Les autres étaient encore sous les décombres. Ils ont sorti Yaman, Aylan et Sila et ils ont sorti leur mère tous vivants. Nous n'avons pas pu retrouver Bassam. Nous le cherchions, mais il a été enterré. Nous n'avons pas pu le sauver. Je jure que nous n'avons pas pu. Les conséquences humanitaires de ces assassinats sont dévastatrices. À Khan Younes, les hôpitaux débordent de victimes. Les agences ont du mal à réagir dans ces circonstances. Comme nous l'avons entendu, Khan Younes est également de plus en plus attaqué. Et il est choquant d'entendre parler de violents combats à proximité des hôpitaux, mettant en danger la sécurité du personnel médical, des blessés et des malades, ainsi que celle de milliers de personnes déplacées qui cherchent refuge. Les agences ont en effet du mal à réagir dans ces circonstances. Alors que les larmes continuent de couler et que les cicatrices de la guerre se creusent encore plus profondément, il est temps pour le monde de répondre à l'appel de la paix. Les habitants de Rafah et de toute la bande de Gaza ne méritent rien de moins que la justice, la stabilité et l'espoir pour les générations à venir. Face à ces attaques, le ministère palestinien des Affaires étrangères met en garde contre les répercussions catastrophiques de cette offensive sioniste sur Rafah, la considérant comme un génocide contre 1,5 million de Palestiniens. Dans un communiqué rendu public ce samedi, le ministère affirme que la communauté internationale confirme son incapacité et son échec quotidien, non seulement à mettre fin à la guerre, mais aussi à faire
Pression sur l'occupant pour qu'il introduise de l'aide humanitaire pour les habitants de la bande de Gaza, confirmant une fois de plus que le cessez-le-feu immédiat est nécessaire pour protéger les civils. Et on va le voir à l'écran, les habitants de Rafah évaluent les dégâts causés par la frappe aérienne qui a tué 14 personnes aujourd'hui, alors que des milliers de déplacés se réfugient dans la région, pensant être à l'abri des bombardements de l'occupant. Ils m'ont appelé pour me dire que la maison de mon neveu et celle de mon frère ont été prises pour cible. Je suis venue voir, je ne m'attendais pas à ça. C'est la maison de Hassan et de son fils. Ils ont frappé sa maison lorsqu'il était dans le camp de réfugiés. Il y avait sa femme qui est ma nièce, sa belle-fille, leurs enfants, son fils et leurs beaux-parents. Ils ont tous été tués. Ceux qui ont survécu sont Hassan, Ibrahim, Oussama et Ala. Et maintenant, ils les ont tous tués. Que Dieu nous soutienne et vienne en aide. Tout a été endommagé. Nos enfants sont morts. Nos filles sont mortes. Les petits sont morts. Il y a peu une nourrissante qui n'avait que 2 semaines est morte. Jeunes et vieux, tout le monde souffre. Le nord de Gaza a été déplacé ici. Et ceux du nord ont été transférés à Gaza. Puis ceux de Deir el-Balah ont été transférés à Khan Younes. Et maintenant, ils disent d'aller tous à Deir el-Balah. Ils nous ont humiliés. C'est assez de ce qui arrive au peuple palestinien. Il nous reste que la prière pour que Dieu puisse nous épargner l'atrocité des bombardements. Selon la Banque mondiale, près d'1 million de personnes ont complètement perdu leur logement à Gaza dans la destruction d'environ 45% des bâtiments. Des quartiers entiers ont été rasés dans différentes régions de l'enclave palestinienne. Sachez également que durant les dernières 24 heures, l'occupant sioniste a commis 12 massacres à Gaza, faisant 107 martyrs, en majorité des femmes et des enfants, et 165 blessés. Et selon un nouveau bilan, le nombre des martyrs s'élève désormais à 27 238, tandis que 66 287 blessés ont été dénombrés. À noter également que des milliers de personnes sont toujours portées disparues, ensevelies sous les décombres. L'armée sioniste se retire de vastes zones dans le nord de la bande de Gaza pour la première fois depuis le début de l'opération terrestre. Selon des témoins oculaires, on ignore si ce retrait est permanent ou s'il s'agit simplement d'un repositionnement des forces de l'occupation. N'ayant fait aucun commentaire à ce sujet, des dizaines de citoyens se sont rendus dans ces zones pour inspecter leur habitation, tandis que d'autres ont récupéré les dépouilles de Palestiniens tués ces derniers jours. Et alors que le chaos total s'est installé dans le pays, le manque de financement pourrait contraindre l'UNRWA à fermer d'ici la fin du mois, avertit l'Organisation des Nations Unies. Et ce, après le gel du financement de l'agence par plusieurs pays, dont les États-Unis et la France. L'Office de secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine au Proche-Orient réitère son appel au secrétaire général de l'ONU à reprendre le financement. Philippe Lazzarini, chef de l'UNRWA, a déclaré que les besoins humanitaires colossaux de plus de 2 millions de personnes à Gaza risquent désormais de s'aggraver suite à la décision prise par les 16 pays donateurs. Il a réitéré l'appel du secrétaire général à reprendre le financement de l'UNRWA, avertissant que si le financement reste suspendu, l'agence sera très probablement contrainte de cesser ses opérations d'ici la fin février dans toute la région. Stéphane Dujarric affirme également que le conflit a eu des répercussions et un impact grave sur la santé mentale des enfants.
L'UNICEF estime qu'au moins 17 000 enfants dans la bande de Gaza sont non accompagnés ou séparés de leur famille. Cela correspond à 1% de la population déplacée estimée à 1,7 million de personnes. Le conflit a eu des répercussions, un impact grave sur la santé mentale des enfants. L'UNICEF estime désormais que presque tous les enfants de la bande de Gaza ont besoin d'une forme de santé mentale ou de soutien psychosocial, soit plus d'1 million d'enfants. Toujours dans le même dossier, les ministres des Affaires étrangères de l'Union européenne se réunissent pour passer en revue la situation en Palestine et mettent en garde contre une escalade au Moyen-Orient. Le chef de la diplomatie européenne, Josep Borrell, a averti que le conflit risquait de s'étendre à toute la région à moins qu'un cessez-le-feu ne soit conclu. Israël poursuit ses activités militaires dans le sud, poussant les gens vers la frontière égyptienne. Il y a 1 million de personnes dans le sud qui ont été progressivement déplacées vers la frontière égyptienne. Et ils prétendent qu'il y avait des zones de sécurité. Mais en fait, ce que nous constatons réellement, c'est que les bombardements qui touchent la population civile se poursuivent. Cela crée une situation très désastreuse. Nous vivons une situation critique au Moyen-Orient et dans toute la région. Ce n'est plus juste que la guerre à Gaza continue. Il est très difficile de croire que la situation dans la mer Rouge va s'améliorer, car une chose est liée à l'autre. Il y a un effet domino dans la région. Les arrestations arbitraires se sont multipliées depuis le 7 octobre. 5 civils ont également été arrêtés par l'armée de l'occupation en Cisjordanie occupée, un à Tubas, 3 à Beit Lahm et un dernier à Tulkarem, ce qui porte le nombre de Palestiniens arrêtés depuis le début de l'agression sur Gaza à plus de 6 400 selon des organisations palestiniennes. Voilà donc ce que l'on pouvait dire ce soir sur le génocide qui se déroule à Gaza depuis maintenant 120 jours. En soutien justement à la Palestine et aux Palestiniens, les Houthis affirment avoir tiré des missiles balistiques en direction de l'entité sioniste et menacé de poursuivre les opérations militaires jusqu'à ce que ce génocide s'arrête. Les Houthis qui ont, on le rappelle, lancé une série d'attaques contre des navires et d'autres cibles dans la région de la mer Rouge. Triomphe au peuple palestinien opprimé qui jusqu'à présent est soumis à l'agression et au siège. La force de missiles des forces armées yéménites a mené une opération militaire contre des cibles spécifiques de l'ennemi israélien dans la région d'Om al-Rashrash au sud de la Palestine occupée avec un certain nombre de missiles balistiques. Les forces armées yéménites réitèrent leur engagement à s'acquitter de leurs devoirs religieux, moraux et humanitaires envers le peuple palestinien opprimé en réponse aux appels de notre peuple yéménite libre et de tous les peuples libres de nos nations arabes et islamiques. Les forces armées yéménites n'hésiteront pas à mener de nouvelles opérations militaires contre l'ennemi sioniste sur terre et en mer jusqu'à la fin de l'agression et la levée du blocus sur la bande de Gaza. En Irak, 16 personnes ont été tuées et 25 autres blessées lors de frappes aériennes américaines effectuées la nuit dernière. Il s'agit, je cite, de frappes de représailles sur l'Irak, mais aussi sur la Syrie, contre plus de 85 cibles liées aux gardiens de la révolution iranienne et à leurs forces supplétives. C'est ce qu'a déclaré l'armée américaine près d'une semaine après la mort de 3 soldats américains dans une attaque de drone en Jordanie. De son côté, l'Iran, par la voix de son ministre de l'Intérieur, a condamné ces frappes, affirmant qu'elles allaient attiser les flammes de la résistance et que Washington devrait agir avec sagesse.
Nous condamnons naturellement toute action contre le front de résistance et nous rejetons et condamnons ces attaques qui conduiront naturellement à une réponse de la résistance. Ils doivent agir avec sagesse, ce qui est très improbable, et nous ne le voyons pas chez les Américains. Ils devraient cesser de soutenir le régime sioniste. Dans l'actualité également, le général d'armée Saïd Chengleha, chef d'état-major de l'armée algérienne, a entamé une visite officielle au Royaume d'Arabie Saoudite pour prendre part à la 2e édition du Salon mondial défense à Riyad. En qualité de représentant du président, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale, Abdelmajid Tebboune, Saïd Chengleha devra, lors de cette visite, visiter des structures relevant des forces armées saoudiennes. Il rencontrera par la même occasion des responsables militaires saoudiens en vue d'étudier les voies du renforcement de la coopération bilatérale et d'examiner les questions d'intérêt commun. Autre déplacement officiel, le chef de la diplomatie algérienne, Ahmed Attaf, est arrivé ce samedi dans la capitale libyenne Tripoli en qualité d'envoyé spécial du président Abdelmajid Tebboune. Il a été reçu par le président du conseil présidentiel libyen, Mohamed Younes El Menfi, auquel il a remis un message de la part du président Tebboune. La rencontre a aussi été l'occasion de passer en revue l'état et les perspectives des relations algéro-libyennes et d'évoquer plusieurs dossiers régionaux et internationaux d'intérêt commun, en tête desquels se trouve la cause palestinienne. Ahmed Attaf s'est également entretenu avec le chargé de la direction des fonctions du ministère des Affaires étrangères au sein du gouvernement d'union nationale, Tahar Al-Baour. Les Tunisiens ont rendez-vous demain, dimanche, avec les urnes dans le cadre du 2e tour des élections des conseils locaux. Les votants seront appelés à départager les 2 premiers candidats de chaque circonscription qui n'ont pas obtenu la majorité absolue des voix enregistrées pendant le premier tour. Ils seront donc 1856 candidats répartis sur 779 circonscriptions électorales en lice pour le 2e tour de ce scrutin. Et puis ce nouveau scandale pour le Marzane, des documents officiels des Nations Unies ont été dévoilés, prouvant l'implication de soldats marocains au sein de la mission de l'ONU pour la stabilisation en République démocratique du Congo dans des affaires de viol et d'agression sexuelle. Dans un communiqué, le secrétariat des Nations Unies fait état, je cite, d'une allégation d'exploitation et d'abus sexuels impliquant le major Moulay El Alaoui, observateur militaire de nationalité marocaine déployé à la MONUSCO. L'enquête est pour l'heure toujours en cours. Au Sénégal, prévu initialement pour fin février, les élections présidentielles ont été reportées. Le chef de l'État, Macky Sall, a annoncé ce samedi avoir abrogé son décret fixant au 25 février la date de la présidentielle après la mise en place d'une commission parlementaire enquêtant sur 2 juges du Conseil constitutionnel dont l'intégrité dans le processus électoral est contestée. Signé le décret 2024-106 du 3 février 2024, abrogeant le décret 2023-2283 du 29 novembre 2023 portant convocation du corps électoral. Pour ma part, mon engagement solennel à ne pas me présenter à l'élection présidentielle reste inchangé. Enfin, j'engagerai un dialogue national ouvert afin de réunir les conditions d'une élection libre, transparente et inclusive dans un Sénégal apaisé et réconcilié. Conflit au Soudan, le nombre de personnes souffrant de faim aiguë a doublé au cours de l'année écoulée selon le Programme alimentaire mondial. Le représentant du PAM sur place, Eddie Rowe, a fait état de 18 millions de personnes confrontées à une faim aiguë à travers le pays, estimant que 5 millions de Soudanais souffraient actuellement d'une situation d'urgence due à la guerre. Selon lui, le manque d'accès humanitaire et d'autres obstacles inutiles ralentissent les opérations et empêchent d'apporter les aides aux personnes qui en ont le plus besoin.
Dans le reste de l'actualité, les agriculteurs allemands poursuivent leur manifestation devant le hub de fret aérien de l'aéroport de Francfort. Les agriculteurs exigent davantage de restrictions sur les produits importés, affirmant que la disparité entre les règles applicables aux agriculteurs allemands et aux produits importés les rendait non compétitifs. La Corée du Nord a publié des photos du dernier test de missiles de croisière effectué vendredi. Plusieurs missiles ont été tirés en direction de la mer Jaune, selon l'armée sud-coréenne, poursuivant ses essais d'armes au moment où le pays affirme intensifier ses préparatifs de guerre. Les autorités du Chili ont annoncé vendredi craindre un bilan d'une dizaine de morts à la suite de violents feux de forêt qui ont conduit le président à décréter l'état d'exception afin de disposer de tous les moyens nécessaires pour combattre les incendies qui progressent dans le centre et le sud du pays latino-américain. La canicule et la sécheresse qui résultent du phénomène climatique El Niño touchent actuellement le cône sud de l'Amérique latine en pleine période estivale, provoquant des incendies de forêt aggravés par le réchauffement climatique. Et à propos de réchauffement climatique, le bilan des glissements de terrain et des inondations provoquées par des pluies torrentielles dans le sud des Philippines la semaine dernière s'est alourdi à 14 morts selon les autorités. La pluie qui s'est abattue sur de vastes zones de Mindanao, la deuxième plus grande ville du pays, a forcé des dizaines de milliers de personnes à se réfugier dans des abris. Et puis direction la Côte d'Ivoire pour parler Coupe d'Afrique des Nations. Le troisième quart de finale est en train de se jouer à l'heure où je vous parle et il oppose le pays hôte, la Côte d'Ivoire, au Mali. Les Ivoiriens revenus de loin tenteront de décrocher une place pour le dernier carré. Et puis ce soir, le Cap-Vert affronte l'Afrique du Sud en quart de finale de cette CAN 2023. Ça sera à partir de 21h avec 3 succès et un nul depuis le début de la compétition. Le Cap-Vert est l'une des belles surprises de cette Coupe d'Afrique des Nations. Les coéquipiers du buteur Ryan Mendes tenteront d'atteindre les demi-finales pour la première fois de leur histoire en 4 participations, tandis que l'Afrique du Sud, vainqueur de l'édition de 96 à domicile, n'a pas dépassé les quarts de finale depuis l'an 2000. Je pense que nous serons prêts pour le match. Nous ne sous-estimons pas l'équipe du Cap-Vert. D'accord, ce n'est pas la même équipe du Maroc, avec tous les joueurs de grande qualité qui jouent dans les grandes équipes d'Europe. Mais ce que j'ai vu de l'équipe, je pense qu'il ne faut pas les sous-estimer. Ils ont de la qualité. Les joueurs sont très disciplinés pour faire leur rôle. C'est difficile de jouer contre eux. Cela signifie donc que nous devons retrouver notre meilleur niveau si nous voulons être en demi-finale. Je pense que c'est normal que petit à petit, nous commencions à rêver de la finale. C'est une grosse erreur de penser qu'après avoir battu le Maroc, tout sera plus facile. Commençons samedi pour essayer de battre l'équipe du Cap-Vert. Et puis nous verrons ce qui se passera après cela. Donc nous sommes confiants, mais de l'autre côté, on le sait aussi, ça va être dur. Tout d'abord, je dois dire que nous sommes confiants et que nous nous sommes préparés de la meilleure façon possible pour sortir gagnants. Nous nous sommes bien reposés, les joueurs sont en bonne forme. Nous devrons travailler dur en équipe pour accéder aux demi-finales.
comme nous le faisons depuis le début. Nous devons rester unis et soudés pour réussir. Nos joueurs sont au beau niveau et nous sommes tous unis. Et avec l'ensemble de la nation derrière nous, nous ferons tout notre possible pour leur apporter plus de joie. De leur côté, les Super Eagles ont composté leur billet et filent en demi-finale après leur victoire hier soir face à l'Angola 1-0. Avec 4 matchs sans encaisser de but dans la compétition, les Super Eagles ont montré leur atout défensif. Aujourd'hui, le match a été très bon et on est fiers du Nigeria. Nous sommes ici en Côte d'Ivoire, nous vivons en Côte d'Ivoire, mais nous supportons toujours le cœur. Le cœur, c'est le pays. Et le pays, nous aimons toujours notre pays et nous sommes fiers de notre pays. On prend la coupe. Je suis très heureux aujourd'hui. Je remercie Dieu. Je suis très heureux. Le Nigeria et la Côte d'Ivoire en finale. C'est l'affiche que nous voulons. Vous savez, le Nigeria est une grande équipe avec de grands joueurs. Nous aussi, nous sommes une nouvelle équipe avec de nouveaux joueurs. On a besoin de plus d'expérience. Mais la prochaine fois, ça ira mieux. Et c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Très bonne soirée.